Avec vous sur Sud Radio. Alors cette semaine, pour Noël, nous vous offrons des écouteurs Yamaha TWE3A. Des écouteurs sans fil qui s'adaptent à vous et à votre environnement. Ce serait bien pour certains de nos chroniqueurs qui parfois ont un petit peu de mal. Des écouteurs pour écouter évidemment Sud Radio avec un son exceptionnel. Donc vous pouvez nous appeler, vous serez tirés au sort et nous vous donnerons le gagnant dans quelques semaines. C'est déjà Noël sur Sud Radio. Donc écoutez-nous, appelez-nous 0826 300 300. On est avec vous sur Sud Radio pour vous faire gagner ces écouteurs. Voilà. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et voilà, et on va pouvoir démarrer l'émission. Vous pouvez jouer, vous aussi, qui participez à l'émission. Pierre Jacquemin, bonjour, rédacteur en chef de la revue Regard. Vous êtes coordinateur d'un ouvrage intitulé Dessine-moi un pangolin qui est paru aux éditions du Diable Vauvert. Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, c'est toujours ça, Jacques Miard ? C'est tout à fait exact. Je vois que vous avez bien appris votre leçon, ma chère Valérie. Absolument. Nathalie Cohen, vous êtes cadre dans la finance. Et oh là là. Oui, non, elle est à chaque fois je me trompe dans son intitulé, elle est cadre dans une banque, on va dire ça. Et Pierre Jouvet, vous êtes porte-parole du PS et maire de Saint-Vallier dans la Drôme. Bonjour, bonjour à vous. Valérie. On va revenir sur cette loi confortant les principes républicains. Pourquoi ne pas nommer l'islamisme? Est-ce que c'est une loi au rabais, encore une fois? Est-ce qu'on a déjà les moyens législatifs d'agir? On sent que Emmanuel Macron fait un pas en avant, un pas en arrière. Dites-nous ce que vous en pensez. L'école à la maison, pareil. Est-ce qu'on a besoin d'une loi pour cela? Ceux qui ne respectent pas la loi, ceux qui contreviennent à l'esprit de la République devraient tout simplement, toutes ces écoles devraient simplement, purement et simplement peut-être être interdites. Et puis Nicolas Sarkozy, hier, un réquisitoire que certains jugent sévère, le réquisitoire qui réclame 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. On essaiera d'aborder tous ces sujets. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer, je sais pas, avec Nathalie qui a un coup de gueule qui veut, oui, j'ai vu passer ça sur Internet. Nathalie Cohen. Oui, il y a un graphiste designer en Suisse qui a inventé un alphabet épicène. Donc l'alphabet épicène, c'est pour amener de l'eau au moulin à l'écriture inclusive. Je trouve ça complètement surréaliste. On entend son discours. Alors au début, c'est plein de bonnes intentions. Il explique qu'il y a des gens aujourd'hui dans la société qui sont mis de côté. Bon, je présume qu'il parle des personnes qui sont transgenres et qui sont non définies, non binaires, ce qu'on appelle non binaires aujourd'hui. Mais c'est juste incroyable. Si jamais on devait mettre ça en place, on l'a vu avec l'écriture inclusive, c'est extrêmement compliqué. La France a refusé donc effectivement de rentrer dans le jeu de l'écriture inclusive, et je suis d'avis qu'on envoie ce monsieur designer de talent certainement proposer son alphabet à un grand marchand de pâtes pour pouvoir en faire quelque chose d'alimentaire plus que de quelque chose qu'on puisse utiliser dans la. C'est assez joli, mais c'est vrai que le E rentre dans le mot. Je ne sais pas si vous avez vu ça les uns et les autres, mais c'est très compliqué. Moi, je trouve que ça part d'un principe. Ça part d'un principe qui me paraît être un principe presque de justice, d'évolution normale de la société, de la langue française de manière générale. C'est presque même, je trouve, désobligeant. Ça relève presque de la fainéantise intellectuelle de se dire qu'on ne peut pas faire évoluer notre vocabulaire, notre littérature, notre manière d'écrire. Au contraire, le X et le SE s'entrelacent. C'est plutôt lisible, c'est plutôt poétique, c'est même très graphique. Le il et le elle devient yel. Tout ça répond à une forme de doctrine qui est la nôtre de la langue française, qui est pourquoi le masculin emporterait sur le féminin. Je pense c'est un autre, c'est pas un masculin. Réfléchir à cette question me paraît relever de c'est un autre. On va parler du. Jacques est déjà en colère. Oui, je suis déjà en colère parce que. Oui, allez, Valérie, le problème des gens qui veulent réformer, je dirais, la langue française, bon, qu'ils essayent. Le problème, c'est que c'est, je dirais, le POPS. La langue, elle passe par le gueuloir, comme disait Zola. C'est-à-dire que si, effectivement, un certain nombre de propositions entrent dans l'habitude
ça devient la règle. Mais croire qu'on va imposer ça comme ça d'en haut, c'est une stupidité monstrueuse. Et j'en veux pour preuve, notamment parce qu'il y a le problème inclusif et puis il y a les anglicismes qui polluent la langue française. Eh bien, je m'aperçois que petit à petit, ils sortent de la langue. Je vais vous donner un exemple. On disait il y a quelques années le goal, maintenant on dit le portier. Donc, si ça passe pas, c'est pas, je dirais, une personne, voire l'Académie française, qui va fixer la langue, c'est adopté par la population, par le peuple, que ça devient la règle. Mais ce genre de choses, sous prétexte qu'il faut égalité, qu'il faut ci pour ça, c'est du salmigondi pour les chats. Bon, Jacques, Tristan Bartolini n'a pas encore le pouvoir, donc on peut lui laisser le droit d'inventer, de faire évoluer le débat. Mais je veux dire, les seuls... Moi, j'ai été extrêmement frappé. J'avais fait du chinois. Le chinois, c'était de droite en colonne à gauche. La dernière fois que je suis passé en Chine, j'ai dit, mais je ne retrouve pas. Ils ont réussi à faire, parce que c'est une dictature, une modification où ils écrivent maintenant de gauche à droite, en ligne comme nous. Donc, il y a eu une réforme extraordinaire qui a prise, mais je peux vous dire que c'est extrêmement rare. On n'impose pas comme ça une modification de la langue. Allez, on va. Oui. Si ça part d'un bon Nathalie, sentiment, je pense qu'on peut lutter contre l'exclusion d'une partie de la population. Enfin, c'est ce que dit Tristan Bartolini, mais autrement que par l'écriture, surtout quand elle est indérouillable, cette écriture. Donc déjà, l'écriture inclusive est très compliquée. Celle-ci est encore plus compliquée quand on connaît le nombre qui fasse de la Suisse le laboratoire de son écriture pour voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, que ça n'arrive pas chez nous rapidement. Voilà. Bon, et c'est raté d'avance. Comme disait Pierre Jacquemin, il n'a pas encore le pouvoir de tout changer. Pierre Jacquemin, c'est un coup de gueule. Vous vouliez revenir sur la série qui est diffusée sur Netflix à propos de Dominique Strauss-Kahn. Oui, j'ai fini la série hier soir, c'est assez court, hein, c'est en 4 épisodes, c'est une série qui a été réalisée par le français Jalil Lesper, qui est plutôt bien faite, mais qui franchement me donne des hauts le cœur assez régulièrement. Et je suis désolé pour le camarade socialiste qui est présent ici parmi nous, Pierre Jouvet, mais c'est vrai que j'ai été stupéfait, voire choqué, de me souvenir des réactions des socialistes à l'époque où l'affaire DSK explose, et de voir comment les socialistes n'ont même pas une seule pensée pour la victime présumée, en tout cas, qui est Nafissatou Diallo, la femme de chambre, et vont tout de suite avoir des propos qui sont de l'ordre, mais non, mais il n'est pas comme ça ne lui ressemble pas. Raphaël Baquet, d'ailleurs, la journaliste du Monde, qui est beaucoup interviewée dans ce documentaire, le relève aussi. Elle dit que c'est très étonnant que les socialistes font bloc derrière DSK, parce qu'il est le candidat et surtout celui qui peut déloger Sarkozy à l'époque. Mais surtout, la palme, franchement, moi j'ai été écœuré, vraiment le mot est faible même, par un propos de Jack Lang qui, juste après une intervention d'ailleurs, le montage est assez bien fait en ce sens, Jack Lang qui dit à propos de DSK, l'amour n'est pas un complot du diable, l'amour appartient aux êtres humains, il est peut-être plus spécialement, lui en l'occurrence DSK, porté vers la chose de l'amour, et alors, dit-il, un président de la République doit être un homme sans sensualité, point d'interrogation. Le mec, DSK en l'occurrence, est accusé de crime, d'agression sexuelle, et lui, il nous parle de sensualité. Il n'est pas jugé pour trop de plaintes de sensualité, il est jugé pour agression sexuelle. Donc je me dis qu'il y a un monde qui sépare quand même qui nous sépare de ce moment-là, mais les interviewés, en l'occurrence Jack Lang, ça date d'il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Donc je me dis qu'il y a encore du boulot à faire, et je sais que dans la famille socialiste, notamment quelqu'un comme Elisabeth Guigou, qui a été aussi beaucoup interviewée, a tenu des propos qui allaient dans le sens des autres, disant que ce n'était pas du tout la nature de DSK. Mais suite à l'affaire du Carlton, il a bien fallu reconnaître qu'il y avait des pratiques qui étaient celles de DSK qui étaient quand même condamnables, et elle le dit à la fin. Donc on sent que les choses évoluent, mais je vous invite vraiment à voir ce documentaire, mais vous n'allez pas être déçus, avec parfois des hauts le cœur. Oui, je suis assez d'accord avec vous. On va y revenir. Pierre Jouvet, vous pourrez peut-être en dire un mot. Vous êtes d'une autre génération aussi, donc je pense que c'est intéressant de vous entendre sur ce sujet. On va revenir dans un instant, mais tout de suite, on a la gagnante de notre jeu. La gagnante, c'est Karine des Pyrénées-Orientales. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Bonjour, vous avez gagné ces magnifiques écouteurs Yamaha qui vous permettront d'écouter Sud Radio et bien d'autres choses évidemment dans d'excellentes conditions. Vous êtes contente ?
Ah oui, super contente, merci beaucoup. Je vous écoute tous les jours, c'est super, merci. Eh ben, c'est bien, on est content de récompenser une fidèle auditrice avec ses écouteurs Yamaha TWE3A qui s'adaptent à vous et à votre environnement. Allez, on se retrouve dans un instant pour continuer nos débats, on reviendra évidemment sur ce qui s'est passé hier soir lors du match entre le PSG et l'équipe turque. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec plusieurs intervenants comme tous les jours. Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, coordinateur du livre Dessine-moi un pangolin paru aux éditions Diable Vauvert, Nathalie Cohen, vous êtes responsable cadre dans une banque, et Pierre Jouvet, porte-parole du PS et maire de Saint-Vallier. Donc avant de passer au sujet d'actualité qui concerne évidemment la loi sur qui va conforter les principes républicain, la loi sur le séparatisme et puis les réquisitoires contre Nicolas Sarkozy. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention, mais une réaction de Pierre Jouvet sur ce que disait Pierre Jacquemin à propos des réactions des socialistes, effectivement, dans l'affaire DSK, dans ce film réalisé par Jalil Lesper et qui est diffusé en ce moment même. J'ai fini comme Pierre hier soir cette mini-série et je dois avouer que j'ai totalement halluciné. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, des réactions tout au long du documentaire sur les dirigeants politiques effectivement de l'époque qui, comme l'a rappelé Pierre, n'avaient pas un mot pour Nafissatou Diallo. J'ai été extrêmement surpris de voir comment on pouvait, et c'est tant mieux d'ailleurs, arriver en quelques années à faire évoluer de manière positive la société, parce que je me dis qu'aujourd'hui, le sujet, en tout cas pour ma génération et pour les responsables politiques du Parti socialiste aujourd'hui, le même sujet se passerait, je pense que les réactions seraient totalement différentes et c'est tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai été très surpris moi aussi des réponses notamment de Jack Lang, parce que je me suis dit que le documentaire avait été fait il y a quelques mois, donc il aurait normalement dû avoir le recul nécessaire. Et un élément, moi, qui m'a encore plus surpris dans ce documentaire, Pierre, c'est, je ne me rappelais pas du tout de l'interview de DSK chez Claire Chazal, il revient telle une victime à moitié en pleurant sur le plateau. J'ai trouvé ça d'une indécence, mais totale. J'ai vraiment de bout en bout, j'ai regardé ce reportage et effectivement, à plusieurs reprises, j'ai eu des hauts le cœur et j'ai eu la nausée parce que c'est... Moi, je me trouve très optimiste quant au fait que les choses changeraient. On en a eu l'exemple avec l'Alali qui a eu lieu contre le magazine qui avait osé publier des témoignages contre Nicolas Hulot. Il n'y a pas eu grand monde à l'époque pour soutenir le journal. Et je pense qu'ils se sont tous fait lyncher et qu'on n'a pas accordé la moindre crédibilité à ce qui avait été raconté. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Jacques, vous l'avez vu ce reportage? Non, je ne l'ai pas vu parce que j'ai autre chose à faire que de regarder ce genre de choses qui me... Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est intéressant. Oui, très bien fait. Mais attendez, moi, je vais vous dire, Pierre, non, je vais vous dire une chose. Ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire-là, moi j'étais à l'Assemblée lorsque DSK y était, etc. Moi, je n'ai jamais saisi qu'il avait ce problème, d'espèce je dirais, de névrose sexuelle. Et je ne l'ai jamais saisi. Et ce qui s'est passé à l'époque, ce qui me choque rétrospectivement le plus, c'est que tout le monde le savait, notamment au PS, puisqu'il y a des femmes qui refusaient de monter dans le même ascenseur que lui, et que ça a été le blackout le plus total. C'est-à-dire qu'à aucun moment, au sein de députés PS et du groupe PS, il n'y a eu, je dirais, une mise en garde en disant arrête, etc., parce que ça devient intolérable. C'est ça qui, rétrospectivement, alors bien sûr, ce qui s'est passé à New York, il ne faut pas nous raconter l'histoire, ce n'est pas DSK qui est la victime, hein, ça c'est clair, net et précis. Bon, et qu'effectivement, ensuite, on absout, ça paraît un peu fort de café. Mais je vous dis, à l'époque, moi, je suis tombé de la chaise parce que ça a été le blackout, c'était l'omerta sur l'attitude de DSK qui est par ailleurs, parce qu'il y a deux hommes dans cet homme. Par ailleurs, en matière économique, souvent, on a dialogué et il m'a donné souvent raison
je dis bien, raison dans les critiques que je faisais sur le système monétaire européen. Et donc, c'était un type qui a parfaitement perçu les limites de ce qui se passait, mais alors la partie, je dirais, névrotique, omerta le plus complète. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je n'étais pas responsable politique. Pierre Juvet. J'étais pas responsable politique au Parti socialiste à cette époque-là. J'étais trop jeune. Mais une chose est sûre, c'est que pour ma génération, en tout cas, je parle de ce que je connais en tant que responsable politique. Aujourd'hui, ce que dit Jacques Miard à l'instant et qui est très juste, hein, ne se passerait plus du tout de la sorte. En tout cas, nous, il y a eu dans les mois et les années qui viennent de s'écouler quelques éléments de la sorte qui avaient pu ressortir à l'échelle locale, notamment sur des investitures à des élections municipales que moi j'avais dû faire, qu'on a retiré immédiatement à des personnes qui étaient en situation d'accusation. Donc, je pense que la prise de conscience aujourd'hui, elle est totale et c'est tant mieux parce que cette omerta et ce silence général, voilà. Mais il y a encore du travail. Hein. C'est un combat de tous les jours. Hein. Nathalie, optimiste ? Je ne suis pas forcément convaincue que les choses aient changé, mais pour revenir sur le DSK, je ne comprends pas pourquoi tout le monde, tout d'un coup, nous explique que il a ce travers. Il l'a dit lui-même dans une interview dans Libé, où il a dit, texto, si un jour on doit m'attaquer lors de ma campagne, pendant la campagne présidentielle, ça sera pour l'argent de ma femme, pour ma religion et pour mon penchant pour les femmes. Donc, il a toujours dit, il a même fait une interview qui était une interview anonyme, mais tout le monde savait que c'était lui, où il racontait comment dit-on, son penchant pour l'échangisme, etc. Oui, mais ça c'est pas. Non, mais Nathalie, l'échangisme n'est pas répréhensible. Fréquenter des prostituées, c'est normalement interdit par la loi, mais c'est quelque chose. Un viol, c'est autre chose. Et là, on parle de viol, on parle d'agression. Non, mais c'était pour rebondir sur ce qu'on disait, personne ne savait, etc., ou comme Jacques Miard dit, je suis tombé de la chaise, etc. Mais bon, finalement, c'était un secret de polichinelle. Tout le monde savait, tout le monde connaissait les penchants de DSK. Après, effectivement, moi, j'ai pas vu le reportage, ça m'intéresse fortement, parce que j'aime beaucoup, je rejoins Jacques Miard quand il dit il y a 2 personnes dans DSK, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, ce qui est montré dans le film, d'ailleurs, hein. Oui. Tout à fait. Moi, je suis fan. Alors, je ne reviens pas sur l'histoire avec Nafissatou Diallo, mais en tout cas, je suis fan de l'homme politique et de l'économiste, vraiment. Donc, du coup, je regarderai avec grand intérêt. C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. On ne va pas faire toute l'émission là-dessus, mais c'est très compliqué parce qu'on peut aussi s'interroger sur quand on a commis un crime pour lequel il n'a pas été condamné, il y a eu des arrangements, etc. Mais quand il y a ça et qu'on voit que oui, il a rebondi. Il est aujourd'hui conseiller d'un certain nombre d'hommes politiques africains. On peut se poser la question. Mais bon, on ne va pas faire toute l'heure là-dessus. Il a payé, hein. Valérie, je voudrais quand même dire qu'il a quand même payé. Il a payé. Il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Les Américains n'ont pas loupé. Mais il n'y a pas eu de condamnation prononcée. Il n'y a pas eu de condamnation. Écoutez, je crois que c'est pire. Jacques, votre coup de gueule. Alors, c'est un coup de gueule contre les technos du gouvernement. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais quand j'ai entendu, on m'a rapporté les propos de Mme Vargon sur RTL, sur ces maires, n'est-ce pas, qui refusent de faire ci, qui refusent de faire ça, et notamment de construire des logements sociaux, je dirais que les bras m'en ont tombé. Pourquoi ? Parce que, vous savez ce qui se passe, on a des technos qui, d'en haut, veulent gouverner la France de la même manière partout, et c'est complètement imbécile. Parce que moi-même, je vais vous dire, j'ai commencé à construire des logements sociaux avant la loi Guessot. C'est-à-dire parce que j'ai une conception de la ville que c'est un tout. Il y a des gens pauvres, moins riches, on va dire. Il y a des gens riches et il y a des hyper riches. C'est un tout. Et je prends toujours pour exemple ce que j'ai vu en poste lorsque j'étais à Alger ou à Berlin, où notamment dans les immeubles, il y avait le bel étage qui était un demi-étage, sur lequel il y avait les gens de la haute, qu'on va dire. Ensuite, il y avait le petit bourgeois et enfin, il y avait l'ouvrier en haut. Et ils se rencontraient. Et la ghettoisation de nos communes mène au problème que nous connaissons aujourd'hui. Mais quand Mme Vargon pointe du doigt tant les maires écologistes qui ont une vision de la ville que je ne partage pas, ou paraît-il des maires de droite qui seraient des affreux jojo, je veux dire, c'est inadmissible.
C'est inadmissible parce qu'on ne gouverne pas la France avec des oukases d'en haut. On regarde les réalités, je dirais, commune par commune. Et moi, je vais vous dire, j'ai un arrêté de carence sur ma ville qui dit très clairement que c'est extrêmement difficile de construire des logements sociaux à Maisons-Laffitte, tout simplement parce qu'il n'y a pas de foncier, parce que la ville est classée, parce qu'il y a de multiples protections au regard des sites, etc. Et pourtant, depuis le 2002, j'ai rempli 60,8% des oukases gouvernementaux. Mais les propos de Madame Wargon, c'est absolument tout faux. Bon, eh ben écoutez, on l'entend, on revient dans un instant avec vous et avec le coup de gueule de Pierre Jouvet qui est l'un des sujets que je souhaitais traiter également. Ce match interrompu hier des joueurs qui ont décidé d'arrêter ce match de foot entre le PSG et le Başakşehir qui a été interrompu après des soupçons de racisme de la part d'un arbitre envers un adjoint du club turc. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on va revenir sur la loi sur le séparatisme, le réquisitoire contre Nicolas Sarkozy et bien d'autres sujets encore. Pierre Jacquemin, c'est un sujet que je voulais aborder également, celui de Pierre Jouvet, de ce qui s'est passé hier pendant un match de foot entre le PSG et l'équipe turque de Başakşehir. Il y a un adjoint d'Okan Buruk qui estime qu'il a été insulté par le quatrième arbitre avec le terme de négro, c'est ce qu'on entend, Mohamed? C'est ça, oui. L'un des adjoints du staff de Başakşehir qui dit que le quatrième arbitre lui a dit négro. Pourquoi il dit négro le quatrième arbitre? Oui, c'est négro. C'est négro, Voilà, c'est ce sur quoi vous vouliez revenir, Pierre Jouvet. Oui, c'est ce sur quoi je voulais revenir dans un double... Un coup de cœur et un coup de gueule. Le coup de gueule, évidemment, c'est cette preuve, quand elle le sera donnée par la FIFA, je le pense, mais de racisme ordinaire, parce qu'on le voit de toute façon dans les vidéos. Et le quatrième arbitre en question lui-même essaye d'ailleurs de se justifier sur l'utilisation du terme. Et ce racisme ordinaire qui doit être condamné et qui est condamné pour la première fois par des joueurs de foot qui, dans un match de Ligue des Champions, quels que soient les droits télé, quel que soit l'enjeu du match, parce que c'était un match extrêmement important pour la première place du groupe en Ligue des Champions entre les Parisiens et les joueurs d'Istanbul, ont décidé de manière collective de quitter la pelouse pour dénoncer ces propos racistes. Et moi, je trouve que la réaction des joueurs hier soir a été absolument exemplaire, de dire maintenant ça suffit. Et on voit dans les stades trop souvent des joueurs qui se font insulter, des propos racistes qui sont là de manière trop récurrente, et ce coup d'arrêt qui a été donné hier par les joueurs parisiens et du Başakşehir, c'est pour moi un signe assez exemplaire aussi de ce que doit être le sport demain, sans racisme, sans violence et dans une volonté commune de jouer au foot ensemble, quelle que soit sa couleur de peau, son origine ou sa religion. Oui, alors un auditeur nous dit il est certes très maladroit de désigner une personne par sa couleur de peau, bien que certains, alors j'ai perdu son tweet qui a disparu, mais il explique en fait que négro en roumain veut dire noir et non pas négro ou nègre, comme ça peut être interprété, comme ça peut être interprété dans ce cas-là. Donc, est-ce qu'il y avait racisme? Et comme le dit aussi un autre auditeur, parfois on dit le roux, le chauve, le gros. Est-ce qu'il y avait une intention raciste? En tout cas, c'est vrai que c'est un scandale interplanétaire. Tout le monde parle de ce qui s'est passé hier avec ce geste très fort des joueurs qui ont tous décidé d'interrompre le match. Pierre Jacquemin. Oui, j'ai entendu la ministre ce matin, la ministre des Sports, qui a confirmé que le mot négro en roumain, elle-même roumaine, ça signifiait effectivement noir dans le vocabulaire roumain. Maintenant, ça n'enlève rien à la démarche de cet arbitre qui interpelle une personne en disant « Eh oh, le noir, viens là, s'il te plaît ». C'est juste pas possible, inadmissible, et c'est la raison pour laquelle ça a mobilisé les joueurs, et de manière historique, parce que je crois que c'est effectivement, comme le disait Pierre, on a arrêté un match pour des raisons aussi graves.
L'histoire raconte qu'il y avait beaucoup d'agitation dans le camp, sur le banc turc, et on a demandé à un des arbitres ce qui se passait et qui étaient les fauteurs de troubles, et il a dit c'est le noir là-bas sur la tribune. Donc voilà, c'est le contexte dans lequel ça s'est passé. Jacques Miard. Oui, bah écoutez, vous savez, le racisme, surtout le racisme à les couleurs de peau, c'est la lèpre de la pensée, c'est la lèpre qui est absolument inadmissible. Moi, il me serait jamais venu l'idée de dire c'est un tel, etc., par la couleur de peau. Et je peux vous dire que j'y tiens beaucoup parce qu'on sait que ça peut commencer de cette manière. Et simplement, effectivement, comme vient de le dire Pierre Jacquemin, la ministre a rappelé que c'était pas tout à fait la même connotation. Mais à la limite, peu importe, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, même si la perception qui a été donnée de ça n'était pas la vraie. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une bonne réaction de tout le monde en disant pas de racisme et surtout de chacun, quoi. Voilà, oui, ça c'est intéressant. Oui, parce que les insultes racistes sont malheureusement dans les stades de foot nombreuses. Et alors, non, mais parce qu'il faut regarder. Moi, je me souviens d'être passé un jour dans un de nos départements antillais où je rentre dans un estaminet, etc. Et on me dit, toi, le blanc. Faut jamais oublier. Donc, je suis désolé. Moi, je suis citoyen français. Je ne connais ni de Français musulmans, ni de Français catholiques, ni de Français bouddhistes et autres. Je ne connais que des citoyens français. Oui. Nathalie, Jacques, vous avez raison. Je ne connais pas beaucoup de rapports de domination de l'homme noir sur l'homme blanc. Donc, c'est vrai. Oui, bah, écoute, le problème n'est pas là. Parce que si tu rentres là-dedans, tu n'es pas sorti de l'auberge. Parce que le problème de l'esclavage. Non, mais c'est comme expliquer qu'il y aurait un racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc. Il y a un racisme anti-blanc. Quand on s'appelle le cran et qu'on est le cercle de rassemblement noir, je suis désolé, c'est contraire aux lois de la République. Et les gouvernements successifs n'ont jamais rien fait. Il y a du racisme anti-blanc. Il n'y a pas d'histoire de rapport de domination des hommes noirs sur les hommes blancs. Oui, il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas remonter ça au XVIIIe siècle. Il existe aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il y a un racisme. Non, ça, c'est un fantasme de. C'est pas un fantasme. T'as qu'à ouvrir les yeux et faire ton mea culpa. C'est pas un fantasme, Pierre. C'est pas un fantasme. Des très proches. Le racisme, il n'est pas simplement en fonction d'un sens. Il est malheureusement dans tous les sens. Si, ben non, mais là, il faut lire les livres d'histoire. Il faut écouter les historiens, Jacques. Oui, justement, relis ta lecture et regarde ce qui s'est passé. Qui est-ce qui a commencé les premiers à malheureusement à tenir en esclaves les Noirs d'Afrique? C'est intéressant de le savoir. Non, le racisme, c'est une histoire longue, c'est pas le fruit d'un... On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, il existe. Alors fais ton mea culpa et ton argento. Je ne crois pas que le racisme anti-blanc existe. Point. Non, mais non. Il n'existe pas. Mais non. Moi, tu étais vraiment un poussin du jour, camarade. Nathalie Cohen, vous pouvez parler, allez-y. Juste deux choses. Il ne faut jamais dénommer quelqu'un par sa couleur de peau. Exact. Rouge, vert, on s'en fout, quoi. Ce n'est pas le sujet. Pour moi, c'est ça qui compte aujourd'hui. Le racisme anti-blanc existe, pardon Pierre Jacquemin, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il existe. Vous avez l'impression que la domination de l'homme noir sur l'homme blanc n'a jamais existé. Elle n'a pas existé dans le passé. Elle n'existe certainement pas aujourd'hui. En revanche, on ne peut pas dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. S'il n'existait pas, on ne dirait pas aux gens « sale blanc », on n'emploierait pas des termes comme « collabeur », beurette de service, etc., etc. Donc, ça existe. Le racisme dénominé. Vous connaissez beaucoup de personnes qui sont interdites. Vous connaissez beaucoup de personnes qui ont été discriminées à l'emploi parce qu'ils étaient blancs. Vous connaissez beaucoup de personnes qui sont arrêtées par la police parce qu'ils sont blancs. Vous connaissez. Mais arrête de dire des conneries. Parce qu'ils sont blancs. Non, mais il y a des. Non, mais le racisme, c'est aussi se faire traiter de sale blanche quand on est. Quoi, ça n'existe pas? Ça n'existe pas? C'est pas ça le racisme, Valérie. Le racisme, c'est pas ça. Des lunettes et surtout des écouteurs. Non, mais Pierre, se faire traiter de sale blanche, c'est pas du racisme? Mais oui, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ça, Valérie. Le racisme, pour moi, c'est un système de domination. Mais bien évidemment. C'est un système qui prévaut, qui consiste à dire qu'il y a des races supérieures aux autres. Et je ne crois pas aujourd'hui que les Noirs aient un jour... Qui est-ce qui dit ça aujourd'hui dans la société française? Qui est-ce qui dit ça? On sait très bien qu'il n'y a pas une civilisation qui soit supérieure aux autres. On est tout à fait d'accord.
Et on peut apprendre beaucoup. Mais nier, comme tu le nies, ce sont des propos de gauchistes absolument absurdes. Bon, ne vous consultez pas. Jacques, je t'invite à écouter et à lire les historiens. C'est des siècles d'oppression d'une population sur une autre. C'est ça le racisme. Tu fais une vision totalement... Allez, on ne fait pas un débat à deux. Totalement sélective. On ne fait pas un débat à deux. Pierre Jouvet et puis après Nathalie. Pierre, on ne vous a pas entendu. J'aimerais bien juste dire un mot si on peut avoir un semblant de débat apaisé sur ce sujet. Parce que il est apaisé, mais il est ferme. Non, il ne l'est pas parce que c'est quand même dingue. On part d'un sujet majeur où on salue tous le fait que des joueurs aient décidé contre le racisme de quitter un stade parce qu'il y a des propos qui ont été tenus qui sont inacceptables et on dérive sur un racisme anti-blanc ou racisme anti-noir ou je ne sais quoi. Oui, mais il est complet. Non, mais moi, je veux dire... La lutte contre le racisme, elle doit être totale. Moi, je ne t'ai pas coupé, je veux juste dire... Laissez parler Pierre. D'antan, on va être sans doute traité de gauchiste et ça m'arrivera au moins une fois dans ma vie d'être traité de gauchiste. Attention, bientôt tu vas être fiché pour gauchiste. Mais je partage, excusez-moi du peu, entièrement ce que vient de dire Pierre Jacquemin. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens dans votre entourage qui n'ont pas eu de job, n'ont pas eu d'appartement, se sont fait discriminer de manière importante dans la rue parce qu'ils étaient blancs dans notre pays? Ça n'existe pas. Tout ça, c'est du pipeau. Alors quand ils sont handicapés, c'est une discrimination supplémentaire. Le racisme anti-personnes handicapées, c'est un racisme. Les SDF dans la rue, ils ne sont pas discriminés. Si, mais évidemment, mais non, ils sont pas discriminés parce qu'ils sont blancs. Ils sont pas discriminés parce qu'ils sont blancs. Mais si le racisme anti-blanc, attendez, excusez-moi, si vous dites que les blancs ne sont pas discriminés parce qu'ils sont blancs, d'accord, donc les SDF qui sont dans une position sociale qui n'est pas aujourd'hui... Par rapport à leur position sociale. Alors attendez, c'est tout autant inadmissible. J'ai pas fini mon propos. Juste pour dire, s'il n'y avait pas de discrimination, on dirait, tiens, ils sont blancs, prenons-les, donnons-leur un appartement, filons-leur un job, etc. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui arrive aujourd'hui. Et ils sont blancs pourtant. Non, mais là, vous confondez tout. Pas du tout. S'il n'y avait pas de discrimination, mais pas du tout, je confonds absolument pas tout. Et si vous faire traiter de sale blanc, il faut que vous admettiez que se faire traiter de sale blanc, c'est exactement au même titre. Et moi, je rejoins les gens qui sont traités de collabeurs, de nègres de maison. Excusez-moi, moi, je rejoins aujourd'hui, moi, je suis dans le camp. Je veux dire, il y a un moment, arrêtons un peu ce débat et ce cinéma. Moi, j'ai jamais été incité de sale blanc dans la rue, sauf que j'ai tout un peu d'amis qui tant mieux, vous n'avez pas été de sale blanc, mais ça arrive à d'autres. C'est pas parce que ça vous est pas arrivé que ça n'arrive pas à d'autres. On ne peut pas prendre un exemple. Moi, je suis dans le camp. Moi, je suis dans le camp des gens. Quand on traite quelqu'un de nègre de maison, d'arabe de service, de collabeur, de beurette de service ou de sale blanc, excusez-moi, c'est du racisme. C'est tout. Donc moi, je suis dans ce camp. Maintenant, c'est de la discrimination. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est du racisme, c'est tout. Moi, il ne faut pas dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler de la loi sécurité, de la loi séparatisme, décidément, lapsus intéressant. On y revient dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On se retrouve pour débattre et commenter l'actualité avec pas mal de réactions. On a un auditeur qui nous dit, mais on va pas refaire le débat, qui disait qu'il a travaillé en Martinique et qu'il se faisait traiter de sale blanc dans la rédaction dans laquelle il travaillait. Alors le particulier, vous allez me dire que c'est peut-être un cas particulier, mais il dit oui, il y a du racisme martinique aux Antilles. Voilà, mais on ne va pas repartir sur ce débat. Donc la loi confortant les principes républicains doit être débattue aujourd'hui, doit être examinée. C'est une loi visant à lutter contre les séparatismes et l'islamisme radical. Alors le titre a beaucoup changé. Il s'est arrêté donc sur cet intitulé. Il vise l'hydre islamiste et ses tentatives de constituer une contre-société, mais on sent bien que l'exécutif est très timoré, a beaucoup de mal à dire les choses, à affirmer les choses. Je vous propose d'écouter ce que disait ce matin le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui répondait à la question de savoir pourquoi il n'y a pas le mot islamisme dans ce texte. D'abord, si j'ose dire, parce qu'il est dans tous les interstices du texte.
Il est dans toutes les virgules du texte. Mais quand on évoque le séparatisme, il n'y a pas que l'islamisme radical. Il y a d'autres choses. Et l'idée, c'est sans doute de ne pas être trop restrictif, même si ce texte vise essentiellement, bien sûr, l'islamisme radical. Mais pourquoi ? Voilà. C'était sur France Inter ce matin. Effectivement, ce mot d'islamisme n'y est pas. Dire qu'il est dans tous les interstices de la loi, c'est une chose. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce mot aurait dû finalement y figurer ? Le gouvernement se défend en disant qu'ils ne veulent pas stigmatiser les musulmans. Donc, qu'en pensez-vous ? Nathalie, vous voulez commencer ? Moi, je voulais dire, j'ai entendu hier les raisons pour lesquelles ce mot n'était pas dans la loi. Donc, j'ai entendu, donc je crois que c'était sur France Inter, je ne sais plus, on disait que finalement, si ce mot n'est pas dans la loi, c'est parce qu'on veut éviter les procès avec les pays arabes, la stigmatisation des pays anglo-saxons, et on nous explique, donc, on fait tout le temps du rétropédalage. C'est-à-dire que il est évident, on doit combattre l'islamisme radical et l'islam politique, c'est une évidence, il faut le dire dans la loi. Je ne vois pas pourquoi on doit le retirer alors qu'on s'est échiné à expliquer que l'islamisme n'avait rien à voir avec l'islam et maintenant on nous explique qu'on ne veut pas stigmatiser les musulmans. Donc ça n'a pas de sens, c'est rétropédalé, ça veut dire que finalement, pendant X temps, où on nous explique que ça n'a rien à voir, tout d'un coup on nous dit si, ça stigmatise les musulmans. Donc ça veut dire cette théorie n'a aucun sens en fait. Donc du coup, pour moi, il faut le dire. Aujourd'hui, on est montré du doigt par des pays et on doit être fort. La France est un pays libre et une grande puissance. On doit montrer qu'on se fiche des attaques du Pakistan, de la ministre... mais j'ai beaucoup ri, la ministre des Droits de l'Homme du Pakistan, qui intente un procès d'intention à la France sur l'islamophobie ambiante, ou encore Hatem Bazian. Je ne sais pas si vous connaissez Hatem Bazian, Valérie, c'est un médecin, un prof de Berkeley qui a créé 2 associations qui s'appellent American Muslim for Palestine et Social Justice for Palestine. Donc, ce sont 2 associations qui sont une étudiante et une de la société civile. Et en fait, Hatem Bazian aujourd'hui fait un Zoom où il va inviter des gens pour parler donc de l'islamophobie en France. Donc moi, je me fiche que le pseudo-progressisme américain nous regarde de travers ou que effectivement des pays musulmans souhaitent nous intenter un procès. On est un pays fort, on doit rester droit dans nos bottes et c'est tout. Voilà. Alors, cette loi, ce projet de loi va-t-il aboutir ? À quoi va-t-il aboutir ? Est-ce qu'on a besoin d'une loi ? Est-ce que la loi qui est là, et si elle était appliquée, ne serait pas suffisante ? Pierre, Jacquemin ? Déjà, en préambule, effectivement, le fait qu'on s'interroge sur le nom de cette loi, c'est déjà en soi quelque chose qui devrait nous interroger. Il a changé 3 fois. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait d'abord parlé de communautarisme, il voulait un projet de loi contre le communautarisme. Puis après, il a trouvé que c'était trop stigmatisant, il ne savait pas très bien ce que c'était que ce mot communautaire. Ensuite, il a proposé un projet de loi contre le séparatisme, et donc là, visant très spécifiquement le séparatisme islamiste. Et donc, pour ne pas stigmatiser l'islamisme, il a souhaité mettre les séparatismes, en parlant de plusieurs séparatismes, que ce soit des cultes ou que ce soit des sectes. Et là, aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec un projet de loi qui doit conforter le respect des principes républicains. Donc, d'abord, je m'interroge sur quelle est la volonté de ce gouvernement. Est-ce que c'est un projet de loi qui a vocation à lutter contre le terrorisme ? Est-ce que c'est un projet de loi qui a vocation à renforcer les principes républicains ? Est-ce que c'est un projet de loi qui a vocation à faire émerger plus d'égalité sur nos territoires ? Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est aujourd'hui une espèce de débat lancé dans le domaine public, puisqu'on va y avoir droit jusqu'au mois de février ou mars sur ce débat. Il commence à être étudié à partir du mois de janvier à l'Assemblée nationale. Et donc, je pense que ça risque de crisper beaucoup dans la société, puisque c'est un débat qui va être très clivant selon les termes que l'on va y opposer. Après, est-ce que c'est un projet de loi contre l'islamisme ? Oui, tous les ministres l'ont dit. Marlène Schiappa, Gérald Darmanin, ils l'ont dit, c'est pas écrit dans le texte, mais oui, c'est un projet de loi qui a vocation principalement à lutter contre l'islamisme radical, l'islamisme politique, pardon. Oui, c'est un peu tautologique. Mais juste pour terminer, quand même, c'est que... pour terminer, allez-y, Pierre. Ouais. Vraiment, c'est un projet de loi qui doit conforter le respect des principes, des principes républicains. Moi, j'aurais pu être favorable à l'idée qu'on nous explique qu'il y avait aujourd'hui une faille dans le dispositif judiciaire et qui ne nous permettait pas aujourd'hui de faire fermer des mosquées, qui ne nous permettait pas aujourd'hui de dissoudre des associations.
Or, aujourd'hui, je fais le constat que tout ça est déjà possible. Certes, oui, peut-être pas suffisamment, mais suffisamment, ça veut pas dire qu'on a besoin de loi, on a besoin de moyens, on a besoin de moyens sur le service de renseignement, on a besoin de moyens sur le service de police. C'est de ça dont il est question. Ouais. Pas d'une loi aujourd'hui qui encore englobe le tout répressif, qui va toucher 4 piliers de la République, que ce soit la liberté de la presse, que ce soit les associations, et bien d'autres encore, la loi de 1905, la loi de 1901. Et donc, oui, ça pose question, et je pense que c'est un débat qui va pourrir le débat public de ces prochaines semaines sans qu'il soit vraiment. Non, il y a. Juste, pardon d'employer ce mot, mais juste Jacques Maire, je vous donne la parole, mais ce matin, Éric Dupond-Moretti a également dit, quand on évoque le séparatisme, il n'y a pas que l'islamisme radical, il y a d'autres choses. L'idée, c'est de ne pas être trop restrictif, même si ce texte vise évidemment l'islamisme radical. C'est-à-dire qu'on est en train de faire du en même temps, on ne veut pas choquer, il n'y a pas que. Genre, l'ennemi, nommons-le, c'est l'islam radical. C'est réécouter la plaidoirie de maître Richard Malka, qui dit les choses, qui dit ils nous en veulent pour notre liberté. Les caricatures, ils s'en foutent. Il y a un objectif qui est de détruire cette société par l'islam radical. Donc, pourquoi cette loi? Moi, je ne comprends pas cette loi. Jacques Miard. Oui, moi je voudrais. Vous m'entendez là parce que c'est marqué très bien, muet. très bien. Très bien. Oui, alors on connaît la phrase de Camus, mal nommer les choses, c'est aggraver le malheur du monde. C'est ajouter au malheur du monde. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un problème, ce qui est que l'idéologie islamique, c'est une idéologie. C'est-à-dire que l'idéologie en soi, vous pouvez penser beaucoup de choses dans in petto ou le dire. Il y a la liberté d'expression et simplement il faut qu'il y ait des actes. Or, en l'occurrence, il faut que la loi qualifie des actes, soit des propos, des appels au meurtre, soit effectivement un certain nombre de faits qui vont tomber sous le coup de la loi, ça s'appelle l'ordre public. Bon, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs dans la loi pour pouvoir effectivement lutter contre tous ces actes. Et il y a quelque chose qui manque. Alors je sais que Jacquemin va monter au plafond, c'est la possibilité d'expulser beaucoup plus rapidement tous les salafistes qui tiennent des propos mortifères. Et ça ne fonctionne pas actuellement. Et ça tombe sous l'article 66 de la Constitution. Donc on a un état de droit, que vous le vouliez ou non, qui permet effectivement, et je respecte les droits de la défense, mais qui est extrêmement long et qui paralyse l'action publique. Et c'est là où il y a un problème. Alors, que la loi soit générale, je le comprends parfaitement. Et Nathalie, il faut se méfier de montrer du doigt un tel ou un tel. Il y a un proverbe qui dit, quand tu montres du doigt quelqu'un, tu as 3 doigts qui te regardent. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, ce sont des moyens juridiques qu'on doit avoir. Pour fermer une mosquée salafiste, ça prend du temps. Et qui plus est, c'est pour 6 mois. Donc, il nous manque des outils juridiques et la loi doit répondre à cette situation. Mais l'islamisme radical est une réalité. Et je voudrais dire un mot. Quand j'entends qu'il faut former les imams, alors ça me fait doucement rigoler. Pourquoi ? Parce qu'il y a autant d'interprétations du Coran qu'il y a de musulmans. C'est-à-dire que vous pouvez former des imams, et il y en a qui sont parfaitement républicains, et puis à côté, il y a un type qui va dire non, ce que tu me racontes, c'est pas le vrai islam, moi je vais te dire ce qu'il en est, et il s'auto-proclame imam. Et c'est ça le problème. Et c'est contre ces gens-là qu'il faut sévir, parce que c'est inadmissible. Mais il y a quand même une ligne qui est assez claire, et commune à un certain nombre de musulmans également. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous et vos appels si vous le souhaitez, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité et donc cette loi qui doit être débattue aujourd'hui à propos du séparatisme. Encore une fois, le terme, et on l'a évoqué, a changé plusieurs fois. Loi confortant le respect des principes de la République. Pierre Jouvert, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Oui, sur ce sujet, j'ai envie de faire une analogie simple. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre et c'est le jour où nous célébrons la laïcité. Et j'ai envie de vous dire que le séparatisme, la lutte contre l'islamisme politique, surtout et avant tout, l'islamisme radical, mais c'est vrai que Pierre Jacquemin le disait,
on s'y mélange un peu sur les sujets, mais bref, c'est une idéologie politique qui veut être, en tout cas, mise en œuvre. Elle n'a pas besoin de mots ou de qualificatifs, elle a besoin d'actes. Et aujourd'hui, les actes manquent. Et quand je dis que les actes manquent, c'est que les moyens ne sont pas mis en face de la soi-disant volonté politique qui est celle qui est annoncée depuis maintenant 1 an. Donc, on va mettre dans une loi fourre-tout qui va s'attaquer, et Pierre Jacquemin l'a dit, et je reprends exactement ses propos, à la liberté de la presse, à la liberté associative, à la liberté même de l'exercice de l'école pour certains, sans aller dans les fondements de ce qui met en danger les valeurs fondamentales de ce qui fait notre vivre ensemble dans ce pays. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Pour moi, ce que vous dites, je ne comprends pas ce que vous dites. C'est-à-dire que si on ne s'attaque pas à des associations comme Baraka City, comme le CCICF, comme des écoles qui sont des écoles coraniques, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que sous prétexte de liberté, on n'agit pas et on laisse tout le monde faire ce qu'il veut? Je ne comprends pas votre discours, Pierre Jouvet. Le sujet n'est pas sous prétexte de liberté. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays un arsenal juridique et un arsenal législatif qui permet, si politiquement nous le voulons, d'intervenir. Et il est suffisant. L'intervention politique, elle n'est pas faite à la mesure. Mais écoutez, je suis désolé, mais ce débat est assez désagréable. Excusez-moi du peu. Si dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas avec ce que vous pensez... mais je ne comprenais pas ce que vous vouliez dire. J'entends et je... mais je ne comprenais pas ce que vous vouliez dire. Donc là, j'ai compris et je suis d'accord avec vous. Qui se traite en 15 secondes en se disant il y a juste un manque avec le mot islamisme qui n'est pas dans cette loi. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que si nous devons démanteler dans ce pays des mosquées salafistes qui prêchent chaque semaine auprès d'un certain nombre de fidèles des valeurs qui sont contraires aux valeurs des principes républicains qui sont les fondements même de notre état de droit, nous pouvons aujourd'hui le faire. Nous pouvons le faire. Mais nous ne le faisons pas. Donc, ce n'est pas une loi et un débat qui va encore hystériser des passions qui le fera. À un moment, je suis d'accord avec vous. Non. Alors, non, Pierre, Valérie, s'il vous plaît. Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui dans le pays. Pierre, une loi supplémentaire. Pierre Jouvet. Non. Alors, attends. Non. Là, il ne faut pas exagérer. Il est exact. On a le décret de 36 qui peut dissoudre des ligues, des associations. C'était au temps où il y avait des manifestations fascistes en France. Ça existe. Deuxièmement, en ce qui concerne la fermeture d'une mosquée salafiste, ça ne vaudra que pour 6 mois. On a des procédures beaucoup trop lourdes et il faut améliorer ces procédures justement pour lutter. Et où tu as raison, c'est qu'il faut des actes. Parce que le problème de l'idéologie... Il n'y a rien dans cette loi. C'est ça. Deuxièmement, les expulsions, c'est une course d'obstacles. Donc il faut cesser de nier qu'on a aujourd'hui des procédures qui bénéficient à tous ces malfrats et qui vont directement contre l'ordre républicain. Donc il ne faut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les choses, c'est qu'effectivement, il faut se garder d'avoir une loi qui vise une catégorie de population, mais dès qu'il y a un acte, il faut que les procédures soient effectives. Les expulsions, c'est impossible à faire. Nathalie Cohen, donc on est tous d'accord, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui les éléments suffisants aujourd'hui pour aller à l'encontre de ceux qui ne respectent pas la loi. Donc pourquoi faire une loi supplémentaire, comme le dit Pierre Jouvet, je suis d'accord avec vous, alors qu'on peut, si on veut, agir. Nathalie, vous vouliez réagir? Il faut améliorer. Je voudrais juste dire 2 choses. Alors déjà, je voulais répondre à Jacques Miard. J'ai montré du doigt personne, excepté l'islam politique. Moi, c'est le seul qui m'intéresse, c'est pas autre chose. Secondo, je voulais juste... Donc, ça fait partie de mal nommer les choses. Et pour moi, ce terme, encore une fois, doit être dans la loi. Je rappelle juste, c'est pas une histoire de moyens, mais une histoire de volonté. Je vous rappelle que le collectif Cheikh Yassine de Sifriaoui, ce charmant monsieur qui a permis l'égorgement de Samuel Paty, existe depuis 2004. Personne n'a démantelé ce collectif alors que avant la mort de Samuel Paty. Je rappelle que Cheikh Yassine est un terroriste du Hamas. J'arrive même pas à comprendre que la France est autorisée qu'un collectif, même s'il y a 3 pelés cap tondus, puisse exister avec ce nom. D'accord ? Donc pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas une histoire de moyens, encore une fois, mais une histoire de volonté. En 2016, il y a une loi de mémoire qui devait porter sur le démantèlement de mosquées salafistes. Vous avez été combien à voter contre ? Des socialistes ont voté contre,
Donc, vous avez été plein à voter contre. Pourquoi? Alors que, théoriquement, c'est ce qui nous aurait fait avancer. On n'aurait même pas eu besoin de parler aujourd'hui de cette loi, puisque à l'époque, déjà, même en 2016, on en parlait déjà. Personne n'a rien fait. Ça fait des années que personne ne fait rien. Donc aujourd'hui, effectivement, moi, je pense qu'on a besoin d'une vraie loi, mais pas une loi en carton et pas une loi à géométrie variable. Une loi sans moyens pour identifier les uns et les autres. Comment est-ce qu'on fait pour opérer dans un pays comme la France, s'il n'y a pas des moyens de renseignement, s'il n'y a pas des moyens à la police et à la gendarmerie? Comment on fait? Il y a véritables moyens qui sont mis dans les quartiers difficiles, qu'on a vidé de tout accompagnement de politique de proximité, de politique sociale. Comment est-ce qu'on fait sans donner les moyens? On peut faire toutes les lois du monde décidées à l'Assemblée nationale. Non, attends. Pierre, parce que tu disais tout à l'heure que l'État technocratique qui voulait faire mettre en place des mesures... On ne comprend rien, parlez pas tous en même temps. Il n'y a pas de moyens. S'il n'y a pas de moyens de surveillance, s'il n'y a pas de moyens de renseignement. C'est une histoire de moyens, mais ça démarre avec une histoire de volonté. Ça démarre avec une histoire de volonté. Si on n'a pas la volonté, c'est pas un claquement de doigts, on se dit tiens, on a une volonté, on fait. Non, mais il ne faut pas faire. Attendez. Pas tous en même temps, on ne s'entend pas. Pas tous en même temps. Oui, je voudrais dire qu'effectivement, il y a des faits. Quand vous avez dans un fichier qui est celui des personnes suspectes, 4000 personnes qui sont connues pour être radicalisées et qui sont potentiellement un problème de sécurité publique, il est impossible de toutes les suivre, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas faire une analyse marxiste de dire pour petit chou, il y a des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Heureusement, qui a dit ça, y compris, tu viens de le dire, Pierre, tu viens de le dire. Tu dis manque de sociaux, le vivre ensemble. Non, il faut savoir, s'il vous plaît, je le dis un mot, il faut savoir que vous avez des gens qui sont mal à l'aise et qui luttent directement contre cette république laïque et ils veulent appliquer la charia. Or, la charia, que vous le voulez ou non, c'est contraire aux lois de la République. Alors, cessez de faire une analyse marxiste à la petite semaine. Regardez la région. Lorsque dans la rue, je dis par exemple à un ami que je connais qui faisait le ramadan et qui me dit c'est dur, c'était au mois de juillet. J'ai dit, si c'est dur, tu n'as pas besoin de le faire. Et il me traite de mécréant. On voit très bien. Il faut dire que Jacques, la remarque n'était pas non plus très, très heureuse quand même. Oui, elle n'était peut-être pas heureuse, mais c'est ça la réalité. C'est que vous avez des gens qui veulent faire la peau des mécréants. Donc si j'avais un conseil à te donner, Pierre, c'est de faire attention parce que tu es potentiellement une cible de ces fous furieux. Oui, mais Pierre... le sujet n'est pas là. Enfin, je vais dire... Il est là. Mais je vous pose la question à tous, est-ce que cette loi, à votre avis, va servir à quelque chose ou est-ce que c'est insuffisante. Un machin, un fourre-tout? Il y a une chose qui pourrait être intéressante qui est proposée dans ce projet de loi, qui est la question du financement des cultes. Ça me paraît être un angle qui me paraît être intéressant, mais pas de là à faire une loi qui va durer pendant 3 mois, qui va pourrir le débat public et qui ne servira t'es pour la dictature. Attends, Jacques, je t'ai laissé parler. Si ce n'est réduire les libertés publiques. Et savez-vous quand même que ce week-end, samedi, dimanche, le gouvernement a passé un décret, 3 décrets plus exactement, permettant aujourd'hui de ficher, ce qui n'était pas possible sous Sarkozy parce qu'il y a eu une mobilisation, aujourd'hui de ficher des gens pour opinion et croyances religieuses. Franchement, on est arrivé là aujourd'hui, on fiche des gens parce qu'on a telle ou telle opinion. Ça veut dire que tous ceux présumés islamo-gauchistes, comme les salauds de gauchistes de la revue Regard ou de Mediapart ou de l'UNEF ou d'ailleurs, aujourd'hui vont se retrouver dans des fichiers. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces fichiers? Est-ce que c'est ça aujourd'hui vraiment l'urgence? Est-ce qu'il n'est pas ailleurs l'urgence? Encore une fois, quand on prétend défendre un principe, celui du respect des principes de République, parce que c'est ça le projet de loi confortant le respect des principes de la République, il y a sans doute un volet répressif. Sans doute faut-il muscler ce volet répressif. Mais il faut aussi que les principes républicains puissent être satisfaits dans les territoires de la République. Et c'est ça qui manque aussi à ce projet de loi, c'est le volet qui renforce le pôle républicain dans les territoires. Plus de police, plus de services publics, plus d'écoles, plus de moyens aujourd'hui au service du renseignement. Et ça manque de ce projet de loi. Écoute, le nombre de milliards que nous avons dépensés dans ces villes, c'est phénoménal. Donc il y a bien un autre problème. Vous êtes en train de traiter le problème par une vue marxiste de bas étage. Clichy-sous-Bois, combien d'années où il n'y a pas eu de commissariat? Il n'y a pas simplement un problème de commissariat. Mais on change, on n'est pas des centaines de milliards.
Mais je pense qu'on n'est pas sur le bon sujet. On parle de lutter contre l'islam politique, contre l'islamisme. Je vous citerai peut-être les principes de la République. La phrase de Gilles Kepel qui dit « Le dispositif législatif n'est plus opérant face à un djihadisme d'atmosphère », c'est-à-dire ceux qui se baladent avec des couteaux et qui ont décidé de faire leur loi. Voilà, je suis désolée, c'est fini. Merci à vous, merci pour ce débat. On se retrouve demain à 10h pour d'autres informations. Très bonne journée sur Sud Radio.